On continue ce Lex Inside, on va parler des questions juridiques entourant le véhicule de fonction du salarié avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à l'entretien de véhicules de fonction. Quelles sont les obligations du salarié en la matière? L'obligation d'entretien, quand bien même le véhicule n'appartient pas au salarié, elle lui est transférée par l'employeur, elle est une sorte de délégation. Donc effectivement, en la matière, par exemple, le salarié doit se rendre aux visites périodiques qui sont commandées par l'employeur ou si l'employeur lui laisse latitude de choisir l'endroit avec remboursement des frais. Et on dit pour le véhicule de fonction, c'est la même chose que pour l'ordinateur. Le salarié reste responsable de ses outils de travail et on dit bien en fait que le salarié, il doit entretenir, enfin s'occuper de son véhicule en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il doit surveiller la pression des pneus, il doit vérifier par exemple le liquide de refroidissement, l'huile dans le moteur, pour le lave-glace, etc. Tout cela incombe au salarié. Alors, autre point important, est-ce que le salarié qui peut disposer du véhicule, par exemple pendant le week-end, est-ce qu'il peut utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles? Alors, oui, alors déjà, ça dépend si c'est indiqué dans le contrat de travail. L'employeur a effectivement la possibilité de décider si le véhicule de fonction est un usage exclusivement professionnel ou si il peut y en avoir un usage professionnel et personnel. Donc, usage personnel, c'est comme vous venez de le dire, le week-end, les courses, aller chercher les enfants, les vacances. Alors, la jurisprudence vient juste dire, attention, cet usage personnel doit rester accessoire. Bon, comment le mesurer? Ça, c'est une autre question. Et à l'évidence, on sait tous que si c'est un avantage personnel, donc c'est-à-dire que le salarié, pardon, tire profit d'un avantage qui est accordé par l'employeur, ça sera donc un avantage en nature qui doit être en tant que tel indiqué sur le bulletin de paie, soumis à cotisation, à charge, donc charge sociale et aussi impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, on vient de voir que le gouvernement vient de décider d'alourdir les taxes pour ces véhicules avec des exceptions et des arrangements pour les véhicules électriques. Alors, autre point important, c'est la question de la restitution du véhicule en cas de rupture du contrat de travail. Quelles sont les obligations du salarié en la matière? Alors, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le corollaire est la restitution du véhicule. C'est vrai qu'on voit souvent des clauses dans les contrats de travail. Finalement, la clause, elle est presque pas nécessaire. Donc, le salarié, si le contrat est rompu, doit restituer le véhicule. Attention cependant, s'il s'agit d'un véhicule pour lequel le salarié est autorisé de l'utiliser pour son usage personnel, pendant le préavis, il sera autorisé à conserver le véhicule, même s'il en est dispensé. Alors, malheureusement, la jurisprudence ne définit pas qui, quoi, comment. Il y a un petit vide juridique. Alors, tout le monde y va un petit peu, c'est-à-dire que souvent, le salarié, s'il est licencié, il y a un petit contentieux qui commence à naître, il n'est pas ravi, il n'est pas content, ou il réclame des heures sup que l'employeur ne veut pas lui payer. Donc dans ce cas-là, souvent il fait un petit peu de la rétention, il refuse de remonter à l'entreprise pour rendre le véhicule, Et ou il dans ne ce répond cas-là, pas. que peut faire l'employeur si le salarié ne restitue pas le Alors, véhicule? si vraiment il y a une situation de blocage, dans ce cas-là, il faut déjà adresser une lettre recommandée avec accusé de réception. Alors, je le précise parce que souvent, il y a eu des échanges de textos, il y a eu des échanges d'emails, mais il n'y a rien de formalisé en lettre recommandée avec accusé de réception. Et malheureusement, il faut aller au judiciaire. Donc, c'est soit saisir le conseil de prud'homme en référé, donc c'est une procédure rapide, mais quand même, il faut aller au conseil de prud'homme et donc on demande la restitution du véhicule sous astreinte par 2 jours de retard, ou aussi au conseil de prud'homme au fond, pour demander l'indemnisation du préjudice ou constituer une plainte pénale. Donc c'est malheureusement pas satisfaisant parce qu'on a toujours envie d'éviter d'aller en procédure judiciaire. Alors le salarié parfois peut commettre des contraventions, peut avoir des contraventions pour des infractions routières. Qui paye les amendes en cas d'infraction routière? Alors effectivement, dans ce cas, c'est le titulaire du certificat d'immatriculation qui est responsable, donc l'employeur. Cependant, depuis déjà le 1er janvier 2017, donc ça fait déjà un moment, l'employeur est tenu de dénoncer l'identité du conducteur. Donc cette identité du conducteur, donc c'est bien entendu le salarié, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une obligation, puisque l'employeur, s'il ne le fait pas, il s'expose à une contravention de 4e classe qui va de 90 à 750 euros.
Alors, est-ce que le salarié, il peut perdre des points également sur son permis s'il commet des infractions? Oui, tout à fait. C'était vraiment le but de cette loi du 1er janvier 2017, puisqu'avant, en fait, justement, pour les véhicules de fonction, on disait toujours, ce sont les véhicules impunis, parce que l'administration avait vraiment du mal à faire le lien entre le représentant légal et la voiture, et souvent les points n'étaient pas déduits. Donc, cette loi a été faite plus ou moins pour ça. Alors, si on se place au niveau contractuel, quelles sont les clauses importantes qui doivent figurer dans le contrat de travail au sujet du véhicule de fonction du salarié? Alors déjà, il faut préciser si l'utilisation est à but exclusivement professionnel ou personnel, ou les deux, on va dire. Et dans ce cas-là, parfois, certains employeurs mettent des limites, par exemple un nombre de kilomètres le week-end, ou des limites sur les personnes qui sont autorisées à utiliser le véhicule, par exemple dans la famille. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut prévoir une clause d'entretien de propreté du véhicule ou se référer à tout le moins au manuel ou à la charte en vigueur. Ensuite, il faut prévoir, et ça c'est important, une clause de restitution du véhicule en cas de suspension du contrat de travail. C'est-à-dire qu'en cas de suspension du contrat de travail, si le salarié peut utiliser le véhicule pour ses besoins personnels, il ne pourra être amené à restituer le véhicule s'il est malade de façon prolongée que s'il y a une clause. S'il n'y a pas cette clause, on ne pourra pas le faire. Et ensuite, je conseille souvent de mettre une clause comme par exemple les besoins de vérification périodique du permis. Donc pas vérification des points, l'employeur n'a pas le droit de vérifier les points, D'accord. mais on peut faire une vérification périodique du permis. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, hormis ces aspects contractuels, à recommander aussi bien pour les employeurs que les salariés? C'est-à-dire que je pense qu'il faut agir des deux côtés, il faut se mettre l'un à la place de l'autre, agir en bon père de famille. C'est vrai que je pense que la politique du chantage, de dire bah, moi je te rends pas ça parce que tu m'as pas payé ça, et puis l'employeur souvent il dit bah, moi je vais pas lui envoyer son solde de tout compte puisqu'il m'a pas rendu le véhicule. Alors en pratique, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est clairement pas autorisé par la loi et il faut savoir que vraiment, même si parfois on s'entend pas, il faut pouvoir prouver une faute lourde du salarié, donc c'est-à-dire une intention de nuire, donc c'est assez restrictif. D'accord. Et la jurisprudence est sévère en la matière? Alors justement, on a un seul arrêt. On a un seul arrêt sur le licenciement d'une personne qui n'a pas bien entretenu le véhicule de fonction. C'était une personne, enfin, elle devait faire la révision aux 30 000 km. Cette personne ne l'a pas fait. Elle a été rappelée par l'employeur et elle a fait la révision aux 36 000 km et il y a eu une panne technique ensuite. Et donc, le constructeur a refusé de prendre en charge la panne technique et l'employeur l'a licencié pour cause réelle et sérieuse, pas pour faute. Et donc, la Cour de cassation a validé, puisqu'elle a reconnu donc la faute, la négligence fautive du salarié qui était claire, puisqu'en plus, l'employeur lui avait rappelé son obligation, la responsabilité du salarié qui était claire, je crois que j'ai parlé d'employeur que c'était salarié, et ensuite le préjudice, puisque ceci avait coûté 9 000 € à l'employeur. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Desruelles. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice du cabinet CFD Law. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des nouveautés fiscales en matière de plus-value immobilière.